il y a quelques temps, j'étais déjà branchée à fond dans l'ESS, la solidarité, le développement durable, l'écologie, tous ces termes-là qu'on peut utiliser. Et puis j'ai entendu parler des boîtes d'échange entre voisins en Suisse. J'ai trouvé l'idée absolument géniale. Juste pour situer, il s'agit de boîtes, une vraie boîte physique. Ça peut être aussi un meuble, un frigo ou ce qu'on veut. On met dans la rue, on pose des objets, des trucs dont on n'a plus besoin, plus envie, juste pour le passer aux autres. Et puis les gens se servent gratuitement, inconditionnellement. Il n'y a pas d'obligation de prendre quelque chose pour donner ou de donner pour prendre. On passe par là, on voit quelque chose qui nous intéresse, on le prend. On passe devant, on a envie de vider ces 33 tasses à la maison parce qu'en fait on n'est que deux. Et ben, ça peut le faire aussi. Donc c'est une façon assez simple de faire circuler gratuitement des objets. Donc j'ai découvert ça en Suisse, j'ai trouvé ça absolument génial et vu qu'on est à Lyon, je pensais que ça existait déjà, on est dans une grande ville et en fait... boîte à Lyon, on est juste par terre. Ouais, ça arrive effectivement. Ça arrive. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment lancer ça. J'ai contacté la Suisse, je leur ai dit que c'était cool et que j'avais envie de faire ça à Lyon. Ils m'ont accompagné. Et depuis, aujourd'hui, j'ai 7 boîtes sous format boîte d'échange entre voisins. C'est plutôt des boîtes en métal. Après, les formats sont tout à fait ouverts, en open source, etc. Donc, on peut faire absolument ce qu'on veut. Il existe aussi sur Lyon des formats qui s'appellent les Givebox. D'ailleurs, la première vraie boîte était une Givebox. Elle était posée en novembre de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. On trouve aussi des boîtes qui s'appellent des boîtes de partage, des boîtes à livres. Il y a une superbe boîte à livres qui est sur la place Guichard, à côté du tribunal et tout ça, la mairie du 3e. Voilà. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'en fait, on s'en fiche carrément de savoir que ça s'appelle une boîte d'échange entre voisins, une Givebox, une boîte de partage, une boîte à livres, etc. L'idée, c'est de savoir qu'il y en a une près de chez soi, ou de savoir qu'il n'y en a pas, et que là, tout est à créer. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est créer une association pour faire deux choses. La première, c'est de lancer un site internet qui permettra de géolocaliser les boîtes près de chez soi, pour se dire justement, il n'y en a pas, donc je vais me lancer à mon tour. Et la deuxième, c'est que je suis extrêmement sollicitée, c'est-à-dire que depuis que j'ai lancé moi mes boîtes juste dans mon quartier, au départ c'était un peu ça l'idée, et j'ai simplement créé une page Facebook. Je rencontre environ 2 à 3 personnes par semaine sur Lyon qui veulent à leur tour créer des boîtes d'échange, des Givebox. Et j'ai besoin de me structurer pour qu'on soit plus nombreux à le faire et qu'on soit plus efficace à le faire. Parce que quand je rencontre des gens, quand j'ai un mail d'une personne début mars et que je lui dis on se verra fin mars, ça commence à être très très loin, surtout dans ce genre de projet où quand on a envie de le faire, il faut se lancer hyper rapidement. Au bout d'un mois, la motivation elle est déjà repartie, on est déjà passé à autre chose. Donc l'idée c'est créer le site internet et puis se structurer avec d'autres personnes pour pouvoir mieux accompagner les gens de manière un peu plus professionnelle aussi, cadrer un petit peu les choses et puis être plusieurs à le faire parce que pour le moment je cours un petit peu après le temps. Voilà, donc ce site-là, cette association-là, ça va s'appeler les boîtes à partage. C'est le terme générique qu'on a trouvé pour désigner toutes les formes de boîtes dont je vous parlais. Parce qu'il y a encore d'autres noms que je n'ai pas abordés. Par exemple, à Nantes, ils appellent ça des boîtes utiles. Dans les MJC, on trouve aussi ce genre de choses. À MJC Mon Plaisir, ça s'appelle l'espace utile. Donc l'idée, c'est de recenser un petit peu tous ces différents espaces de gratuité, ce qu'on appelle des zones de gratuité permanentes. En comparaison à des zones de gratuité temporaires que sont les gratifériens, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sort de brocante, de vide-grenier, où tout est gratuit. On amène ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut. Et voilà pour mon pitch. Merci. Il y avait peut-être des questions parce que j'étais très rapide, donc je n'ai pas abordé tous les aspects. Il y a quoi comme dispositif pour mettre en place ce genre de choses dans son quartier? Alors, il n'existe pas de dispositif, c'est-à-dire qu'on a un petit peu tout inventé, comme justement c'est quelque chose de complètement nouveau sur Lyon. En fait, c'est surtout ça qui est génial, c'est que tout est possible. Donc, en gros, l'idée, c'est les grandes étapes, ça va être d'avoir déjà cette motivation pour le faire. Le mieux, c'est de réunir un petit groupe de voisins ou de gens, de potes qui habitent pas très loin pour être plusieurs à pouvoir porter ce projet-là, puisque ça se crée un petit peu dans la durée. Faut être un petit peu résistant à quelques réunions, à quelques trucs comme ça. Donc trouver un petit groupe de potes motivés, trouver un emplacement qui soit vraiment, vraiment cool. Et un emplacement, c'est à la fois un endroit où il y a du passage pour que la boîte soit vivante, mais qui respecte aussi l'intimité de personnes qui sont plus dans le besoin et qui utilisent des boîtes par nécessité. Donc si on la place par exemple, je sais pas, les premières étaient placées place de Triomphe dans le 5e arrondissement, on l'a pas mis sur les grandes artères qui longent la place, mais plutôt au fond de la place, vers un petit café qui est fermé le soir, tranquille, où les gens peuvent aller le soir tranquillement, plus discrètement, regarder ce qu'il y a dans les boîtes. Donc si on a le groupe de personnes motivées et l'emplacement, il ne reste plus qu'à se lancer. Il y a une grosse étape qui est la fabrication.
Plusieurs dispositifs possibles. On est comme moi, on est incapable de bricoler et on n'a pas d'argent, et ben on trouve des gens pour le faire à sa place. Donc moi, effectivement, c'était mon cas. J'avais super envie de faire ça, mais je ne sais pas bricoler, et puis j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, donc je me suis entourée de personnes qui pouvaient le faire. J'ai rencontré le centre social du quartier où j'habitais, qui a trouvé le projet génial et qui a accepté de financer les 5 premières boîtes sur nous. Donc c'était dans le 5e arrondissement, les boîtes sont aujourd'hui posées. Et pour ce faire, ils ont voulu reproduire, je ne sais pas trop posé de questions, on a essayé de reproduire ce qui se passait en Suisse, c'est-à-dire des boîtes en métal. Et ils ont pensé à un artiste qui s'appelle Nicolas Gilbert et qui est basé place de Toulon, en plus, c'est quand même super pratique, qui nous a fabriqué des boîtes de manière locale, durable, elles sont en métal, une fois pour toutes, elles sont faites et puis on ne parle plus. Donc voilà, il y a ce système, on a vraiment envie de rester sur quelque chose de cohérent écologiquement, on fait quelque chose de durable dans le temps et surtout d'hyper local, qui est fabriqué à la main. Donc ça, on va dire que c'est la méthode un petit peu clé en main, avec un petit budget, 350 € pour une boîte, en sachant que Nicolas, tout comme moi, est bénévole, donc ça veut dire qu'il ne fait payer que les matières premières, et c'est 2 jours de temps de travail pour préparer la boîte, et ouais, ça ne fait pas d'argent dessus, personne ne se fait d'argent dessus. Ça, c'est la première méthode, et puis si on est plus motivé, plus bricoleur, et qu'on a envie aussi d'aborder différemment, on peut faire plutôt sur le format Geekbox, où c'est des boîtes plutôt en bois qu'on peut fabriquer dans un atelier, dans une fabrique d'objets libres par exemple, ou dans son garage un samedi après-midi avec ses voisins, voilà, sur des plans en open source toujours, hein, comme pour les boîtes d'échange entre voisins. Voilà, donc ça c'est la deuxième méthode. Et puis la troisième méthode qu'on est en train de développer, c'est de détourner des objets du quotidien pour en faire des boîtes, par exemple des frigos. Donc là, je travaille actuellement sur un projet. Normalement, samedi après-midi, je fabrique ma première boîte en frigo. On va récupérer un frigo, on va enlever toutes les parties électriques, etc. Essayer d'en faire un objet sympa, le customiser à mort pour qu'il soit joli. Et puis en faire une étagère pour les objets. On peut aussi détourner des objets du quotidien et les poser dans la rue. Et puis la dernière étape, quand on a tout ça, enfin plutôt l'avant-dernière, c'est d'obtenir une autorisation de la ville pour poser les boîtes. Parce qu'on ne veut absolument pas faire quelque chose de sauvage. On pourrait poser un truc et puis se dire, on verra ce que ça va faire. Ce serait super dommage parce qu'en fait, les gens s'habituent très vite aux boîtes et si on retirait les boîtes, ce serait totalement légitime de le faire. De dire, on n'a aucune autorisation d'être là, donc on enlève. Et en fait, ce serait hyper dommage pour les gens, ce serait pas très respectueux. Et puis l'idée aussi, c'est que d'avoir cette autorisation, c'est aussi d'avoir une assurance. Si un enfant se blesse contre une boîte, je sais pas, il court comme un fou, il s'est ouvert une arcade. C'est important de se dire qu'on a une autorisation, qu'on a tous les droits d'être là, qu'on est couvert par une assurance, une responsabilité civile. Donc voilà, on essaie de faire les choses dans le respect de chacun. Donc ça, c'est l'avant-dernière étape. Puis la dernière étape, c'est quand on inaugure la boîte et surtout, une fois qu'elle est inaugurée et qu'elle est posée, c'est le début. En fait, moi, quand je me suis lancée dans mon projet, mon objectif, c'était de poser ma première boîte. Je me suis rendu compte que le jour où je l'ai posée, j'étais contente, hein, mais j'étais surtout, c'était juste une des étapes en fait de mon projet. Parce qu'après, une boîte, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit animée par des gens qui en sont des ambassadeurs, qui habitent à côté, qui vont pouvoir aller parler à leurs voisins, aller parler aux commerçants autour, aller faire un petit peu organiser des temps conviviaux, je sais pas, un apéro avec un café le matin, aller interpeller des gens, aller passer du temps auprès des boîtes pour parler aux gens et leur dire un petit peu ce que c'est. Animer en fait toute cette communauté et faire vivre le réseau que je suis en train de créer et puis faire parler le plus possible des boîtes parce que ça ne peut fonctionner que s'il y en a plusieurs, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a qu'une seule boîte à Lyon, ce serait un petit peu dommage. Et surtout, si on en parle beaucoup pour faire connaître le fait qu'effectivement, on n'est pas obligé de toujours acheter. On peut trouver des choses gratuitement, que ce soit par les boîtes ou par plein d'autres systèmes qui existent sur Internet. C'est aussi ça qui me plaisait, c'est qu'il y a plein de choses sur Internet pour trouver gratuitement des objets. Il y a plein d'objets, sur le bon coin, on peut mettre des choses gratuitement, sans mettre forcément d'argent derrière. Et moi, je voulais quelque chose d'immédiat et de réel et de concret. Et voilà, donc après, la dernière étape, c'est partie ambassadeur, animateur de la boîte, la faire vivre, en parler. Et voilà. Elles sont dans la rue. Elles sont dans la rue, elles sont toujours dans la rue. On a des projets du coup, qui sont créés par la suite sur des espaces privés, une boîte d'échange dans un immeuble par exemple. Il y a des gens qui nous disent en fait on échange déjà des objets mais on a besoin d'un truc pour les mettre à l'abri. C'est un peu ça l'idée à la base, c'est aussi de créer un cadre qui permet de mettre les objets à l'abri des pluies. Donc elles sont fermées. Ah non, elles sont ouvertes. Elles sont toujours ouvertes pour qu'on puisse voir toujours ce qu'il y a dedans. Et en fait, il y a un petit auvent souvent et on essaye toujours de les mettre dans des endroits un peu protégés, même si c'est sous un arbre ou quelque chose comme ça. On essaie de les protéger, mais elles sont volontairement ouvertes pour plusieurs raisons. La première étant que ça fonctionne beaucoup sur l'interpellation et sur la curiosité des gens.
Que dit la ville? Parce qu'effectivement, le système des encombrants, c'est déjà ça. On pose en bas de chez soi. Ben non, Puis la ville en fait, vient là, chercher. c'est pas du tout un système d'encombrant. Donc les boîtes sont volontairement pas grandes pour qu'on puisse mettre des objets de petite taille, pas des encombrants. Et pour ce qui est plus gros, type, je sais pas, une machine à laver, comme ça, on met un mot, comme on ferait encore une fois sur Internet, sauf que là, on le fait en bas de chez soi. On met un mot, ça existe déjà, tout à fait. Mais là, on peut aussi utiliser la boîte pour ça, pour dire, bah, j'ai une machine à laver à donner, contactez-moi, avec une adresse mail, un téléphone. L'avantage, c'est que si c'est le cas, ce sera forcément dans son quartier. C'est-à-dire que la machine à laver en question, on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'autre bout de la ville. On sait que c'est forcément quelque chose d'hyper local. Ceci dit, les gens sont très respectueux des boîtes. Il n'y a pas d'encombrants qui sont déposés sauvagement. Ça arrive une fois. Le vieux matelas a été laissé à la fin d'un déménagement. Mais voilà. Et sinon, les gens sont quand même très respectueux du système et ça fonctionne vraiment. Mais elles sont effectivement dans la rue. Et pour revenir à votre question, donc il y a des boîtes, on travaille sur des boîtes d'échange dans des immeubles, pour des voisins. Des boîtes d'échange entre collègues, ça existe par exemple la Cordée, ils ont créé leur propre boîte où tous les matins les gens peuvent arriver et déposer des objets dont ils ont besoin. Je travaille sur un projet de boîte d'échange dans une école actuellement aussi. Ça peut être cool de sensibiliser les plus petits à commencer à échanger, ce qu'ils font déjà aussi, hein, bien sûr. On n'invente rien, encore une fois, c'est pas un truc novateur, c'est un truc de proximité et créer un peu plus de solidarité et de lien entre les gens, tout simplement. Mais voilà, donc, principalement c'est dans la rue, c'est créé pour ça à la base, mais après ça peut très bien prendre. Il y aura des sponsors. Jamais, hors de question. Jamais. Monétiseur. Pour l'association. Non, il n'y a pas de. On tient à rester vraiment purement et simplement bénévoles tous, parce qu'on parle de gratuité, on parle de solidarité, ça ne serait absolument pas cohérent de dégager une. Non, je fais ça à côté de ce que je fais à côté. De ce que je fais. Je fais ça à côté. Ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, je le fais avant d'aller bosser, justement, à 8h, c'est parfait. C'est un peu tôt, c'est bien. Non, c'est sur mon temps libre et c'est le cas pour toutes les personnes qui me rejoignent dans l'association. Et, Comme chez Boosting. Et voilà. Ça complète un peu ce qui se passe dans certains MJC où il y a effectivement déjà des bibliothèques partagées. Exactement. Sauf que là, après, c'est tout comme ça, c'est complémentaire. Pour les MJC, ça existe et c'est génial, mais les MJC, c'est soumis à des horaires d'ouverture, mais ça ne peut pas être ouvert en permanence. Là, ce qu'on fait, c'est compléter ça par un système qui est ouvert à tous en permanence, de manière inconditionnelle, sans question d'horaire. Après, on peut aussi en créer dans des MJC et décider que c'est mieux. C'est le cas, hein, je le dis parce que c'est le cas dans une MJC que je connais où ils ont décidé de la mettre dans le hall et de la sortir la journée quand il fait beau, de la rentrer sur volet et de la rentrer le soir parce que voilà, pour des raisons pour eux en tout cas d'éviter le vandalisme potentiel et tout ça, puisque ça les rassure. C'est un système qu'on peut faire. Je préfère personnellement le système, encore une fois, vraiment inconditionnel, c'est-à-dire ouvert à tous en permanence, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut sensibiliser les gens. Maintenant, je comprends aussi ce système-là où on se dit, bon, bah, nous, on a vraiment besoin de pouvoir rentrer le soir, donc on va le faire en intérieur, effectivement, dans le hall. Bien sûr. La ville est d'accord. Mais bien sûr, on a des autorisations pour chacune des boîtes. On demande des OTEP, parce qu'il faut savoir qu'actuellement sur Lyon, actuellement en France, on n'a pas d'autorisation qui correspond exactement à ce qu'on fait. C'est tellement nouveau que voilà, il existe des autorisations permanentes pour je sais pas, du mobilier urbain, etc. Mais du coup, c'est négocié avec les personnes qui gèrent ça, ou pour les arrêts de bus, pour les TCL, etc. Et il n'existe pas quelque chose qui corresponde à ce qu'on fait vraiment. Donc on utilise des OTEP, des autorisations d'occupation temporaire de l'espace public. C'est ce qu'on demande quand on organise une manifestation, un festival, etc. Et c'est valable maximum 3 mois. Donc ça veut dire que tous les 3 mois, on est censé demander le renouvellement des autorisations. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée aussi de créer l'association, c'est de ne plus aller voir la mairie en tant, ce que je n'ai pas encore fait, mais de ne pas aller voir la mairie en tant que personne et dire est-ce que ce serait possible de prolonger un peu, mais c'est plutôt d'aller voir en tant qu'association et avec le nombre de boîtes qui existent aujourd'hui sur Lyon et tous les projets que j'accompagne, puisque vous savez, il y en a environ une dizaine sur Lyon maintenant, quels que soient les formats, peut-être même 12, et j'accompagne aujourd'hui environ une vingtaine de projets concrets sur Lyon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi d'aller voir la mairie en disant voilà, on est une association. On aimerait vous solliciter pour obtenir le fait que cette autorisation soit là, ne serait-ce qu'un an, ce serait bien. Déjà, ça permettrait de ne pas faire de la paperasse tous les
format pour chacune des boîtes, parce qu'une no-tête est liée à une boîte et un emplacement. On ne peut pas dire bonjour, je vous donne une autorisation pour 20 boîtes. C'est une autorisation et un dossier à remplir par boîte. C'est un peu facile, c'est compliqué.